Saviez-vous qu'à cette extrémité de la France, on peut apercevoir à l'œil nu la côte anglaise, séparée par un ancien isthme, que sous ces prairies se cache un réseau de villes souterraines où des milliers de soldats vivaient sans jamais voir la lumière du jour, et que ces pyramides de charbon noir protègent la plus grande nappe phréatique de craie au monde, alimentant le moteur industriel de l'Europe. Les Hauts-de-France, c'est bien plus que de la pluie et des châteaux, c'est une frontière, une résilience, une force géographique indomptée. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous découvrirez 50 faits incroyables sur les Hauts-de-France qui changeront complètement votre regard sur ce cœur stratégique du vieux continent. 50. La porte d'entrée de l'Europe. La situation géographique des Hauts-de-France n'est pas le fruit du hasard, mais bien un axe stratégique reliant les trois capitales les plus influentes d'Europe du Nord-Ouest, Paris, Londres et Bruxelles. Située à l'extrême nord de la France, cette région constitue un pôle commercial et culturel incontournable. Grâce aux tunnels sous la Manche et aux lignes ferroviaires à grande vitesse, on peut prendre un petit déjeuner avec un croissant à Lille et se retrouver au cœur de Londres en moins d'une heure et demie. Cette proximité en fait l'épicentre logistique du continent où les frontières semblent s'estomper sous le flux incessant de millions de voyageurs. Géographiquement, c'est l'endroit où la Manche se rétrécit tellement que, par temps clair, la côte britannique paraît à portée de main, créant une tension visuelle fascinante. 49. Le tunnel sous-marin, l'un des monuments géographiques et d'ingénierie les plus impressionnants des Hauts-de-France, est sans conteste le tunnel sous la Manche, qui relie Coquelles à Folkestone, au Royaume-Uni. Bien qu'on le perçoive souvent comme une simple ligne de chemin de fer, sa construction a profondément transformé le paysage économique du Pas-de-Calais. S'étendant sur plus de 50 km, dont 37 sous la mer, il constitue la plus longue structure sous-marine de ce type au monde. La géologie de la région a été essentielle à la réussite du projet, car les ingénieurs ont dû forer à travers une couche spécifique de craie bleue, une roche imperméable et résistante qui a permis au tunnel de conserver son intégrité face à l'immense pression de l'océan. C'est un véritable tour de force de géographie appliquée qui a transformé une barrière naturelle en un corridor de circulation permanente. 48. Les géants de la côte d'Opale. La côte d'Opale, nom poétique donné au littoral des Hauts-de-France, est marquée par deux formations rocheuses monumentales, le cap Blanquenay et le cap Grinet. Ces immenses falaises de craie et de marne s'élèvent majestueusement des eaux de la Manche, offrant un paysage qui évoque davantage les Highlands écossaises que le nord de la France. Le cap Grinet est le point de France le plus proche de l'Angleterre, séparé par seulement 34 km de mer. Ce site géologique d'importance internationale recèle des couches sédimentaires témoignant de millions d'années d'érosion marine. Randonner sur ces sentiers, c'est affronter des vents violents et admirer des panoramas exceptionnels où le bleu de l'eau se confond avec le blanc éclatant du calcaire. 47. Le labyrinthe souterrain de Naour. Sous les plaines fertiles de la Somme se cache une curiosité géologique créée par l'homme. La ville souterraine de Naours. Il ne s'agit pas d'une simple grotte, mais d'un complexe réseau de tunnels creusés dans le calcaire, capable d'abriter jusqu'à 3000 personnes en cas d'invasion. Géographiquement, ces MUM tirent parti de la porosité et de la stabilité du sous-sol des Hauts-de-France pour créer un refuge thermique et défensif idéal. Avec près de 300 chambres et des kilomètres de tunnels, Naour présente une géographie inversée où la vie s'est déroulée sous terre, comme un refuge face aux horreurs de la surface. Durant la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats ont laissé des graffitis sur ses parois, transformant cet espace géologique en une archive historique inestimable, toujours accessible aujourd'hui, qui révèle le lien profond entre le terrain et la survie humaine à travers les siècles. 46. Le marais d'Audomarois. Le réservoir de l'Audomarois est un joyau géographique unique. Dernier réservoir cultivé de France et réserve de biosphère de l'UNESCO, il s'étend sur plus de 3700 hectares de terre et d'eau, formant un labyrinthe de canaux totalisant plus de 700 km de voies navigables. Géographiquement, c'est un parfait exemple de la façon dont l'intervention humaine peut coexister avec un écosystème de zones humides fragiles, transformant une ancienne plaine inondable en un centre agricole florissant pour les légumes. Le réseau de Watring, ou canaux de drainage, est un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique datant du Moyen-Âge, permettant à la terre de respirer tandis que l'eau s'écoule constamment vers la mer. Naviguer sur ces canaux, c'est pénétrer dans un monde où la géographie liquide rythme la vie quotidienne. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la géographie la plus étonnante et surprenante de la Haute-France.
45. La baie de la Somme. La baie de Somme est considérée comme l'une des plus belles baies du monde, un estuaire où la Somme se jette dans la Manche, offrant un spectacle saisissant de marée. Géographiquement, c'est un espace de transition perpétuelle. La marée peut se retirer sur plusieurs kilomètres, découvrant de vastes étendues de sable, de vasières et de marais salants. Cet écosystème abrite la plus grande colonie de phoques communs de France, qui profitent des bancs de sable pour se reposer à marée basse. La dynamique sédimentaire de la baie est si intense que le paysage se transforme littéralement toutes les 6 heures, créant un défi constant pour la navigation mais un véritable paradis pour la biodiversité. C'est un lieu où terre et mer se disputent la domination, donnant naissance à une lumière argentée qui captive les peintres depuis des siècles. 44. Les terrils du bassin minier. Le paysage des Hauts-de-France est marqué par des formations géographiques artificielles qui ressemblent à des pyramides noires, les terrils. Ce sont des amas de déchets miniers accumulés pendant plus de 2 siècles d'intenses activités minières. Géographiquement, ces terrils ont modifié la topographie plane de la région, devenant des points de vue surélevés offrant des panoramas sur tout le département. Ce qui était le plus fascinant, c'est leur évolution écologique récente. Grâce à la chaleur résiduelle émanant de leur intérieur, issue de la lente combustion des déchets, des microclimats thermiques se sont créés, propices à la croissance d'espèces végétales exotiques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe du Nord. Ces géants noirs sont désormais inscrits au patrimoine mondial, témoignant des immenses volumes de terre extraits des profondeurs du sol français. 43. La ligne Hindenburg et son emprise au sol. La Haute-France fut le théâtre des combats les plus sanglants de la Première Guerre mondiale. Et la ligne Hindenburg en porte la cicatrice la plus profonde. Ce vaste réseau de fortifications allemandes s'étendait sur des centaines de kilomètres, tirant parti du relief accidenté pour créer une barrière défensive quasi impénétrable. Aujourd'hui encore, vue du ciel, la région révèle les ondulations du terrain et les anomalies de croissance des cultures, témoins de l'emplacement des anciennes tranchées et des bunkers enfouis. La composition chimique du sol a été altérée par les tonnes de minerais de fer et d'explosifs qui y ont été déversés, créant une géographie du conflit où le paysage naturel a été remodelé par le génie militaire. Ce site nous rappelle que la Terre, loin de se contenter de nourrir la vie, conserve aussi la mémoire des destructions. 42. La forêt de Compiègne. La forêt de Compiègne n'est pas qu'une étendue boisée de 14 000 hectares. C'est un sanctuaire géographique qui a été le théâtre de certains des moments les plus cruciaux de l'histoire moderne. Situé dans une vallée creusée par d'anciennes rivières, sa densité et sa configuration lui ont servi à la fois de terrain de chasse royal et de refuge stratégique. Géologiquement, son sol, composé de sable et d'argile, permet la croissance de chênes et de hêtres centenaires, créant une canopée verdoyante qui constitue un poumon vital pour le nord de la France. Cependant, sa renommée mondiale provient d'une clairière précise dans la forêt où furent assignés les armistices de 1918 et 1940. Ce petit coin de terre représente un point de basculement géographique où le destin de nations entières fut scellé à l'ombre des arbres, unissant géologie et histoire. 41. La citadelle de Vauban à Lille. Au cœur de l'île, capitale régionale, se dresse la citadelle Vauban, surnommée la Reine des Citadelles. Son emplacement, stratégiquement choisi dans une zone marécageuse, tire parti de l'eau comme défense naturelle. Cette forteresse en forme d'étoile à 5 branches est un exemple magistral de la façon dont l'aménagement urbain peut être conçu pour garantir l'invulnérabilité. Au XVIIe siècle, les ingénieurs profitèrent du détournement de la Deule pour inonder les douves en cas de siège, transformant ainsi le continent en une île artificielle protégée par des murs de briques et de pierres. Aujourd'hui, sa conception géométrique demeure un élément central de l'urbanisme lillois, formant un vaste parc qui sépare l'effervescence de la ville moderne de la rigueur de l'architecture militaire classique. 40. Les champs de pavots de Picardie. La Picardie, l'une des provinces historiques des Hauts-de-France, jouit d'une terre incroyablement fertile, ce qui en fait le grenier de la France.
Géographiquement, ces plaines sont composées d'une épaisse couche de limon ou l'œus déposée lors des dernières glaciations permettant une culture intensive des céréales et de la betterave sucrière. Cependant, au printemps, ce paysage se métamorphose en une mer rouge grâce à l'éclosion massive des coquelicots. Ces fleurs ne sont pas seulement esthétiques. Leur prolifération historique est liée aux perturbations du sol causées par les bombardements de la Première Guerre mondiale qui ont fait remonter à la surface des graines restées en dormance pendant des décennies. Géographiquement, le coquelicot est un symbole de la résilience du sol picard, un tapis de couleurs né d'une terre cultivée et défendue depuis des générations. 39. Le port de Dunkerque. Le port de Dunkerque est le troisième port de France et un carrefour géographique essentiel en mer du Nord. Contrairement aux autres ports naturels, Dunkerque s'est développé en gagnant du terrain sur la mer grâce à un système complexe de digues et d'écluses. Sa position stratégique au point le plus étroit de la Manche en fait un point d'observation privilégié pour le trafic maritime mondial. Géographiquement, la zone est dominée par des dunes de sable mouvantes, stabilisées par la végétation afin de protéger les infrastructures industrielles. Le port ne se contente pas de gérer des marchandises. Sa situation côtière a également été le théâtre de l'opération Dynamo, où les eaux peu profondes de ses plages ont à la fois facilité et entravé l'évacuation massive des troupes alliées. Il constitue une frontière mouvante, reliant la France métropolitaine à certaines des routes commerciales les plus fréquentées au monde. 38. Les grottes de Naour et leur géologie. De retour dans la fascinante cité souterraine de Naours, il est essentiel de comprendre que son existence est un don de la géologie du bassin parisien qui s'étend jusqu'ici. Le sous-sol est principalement composé de craie, une roche sédimentaire tendre et poreuse, facile à extraire et pourtant étonnamment stable. Cette particularité géographique a permis aux habitants de créer un monde souterrain aux allures de miroir, avec des places publiques, des boulangeries et des chapelles, toutes creusées à même la roche. La température constante de 9 degrés Celsius à l'intérieur offrait un refuge contre les conditions climatiques extrêmes de la surface. Cette géographie négative ou excavée témoigne de l'ingéniosité humaine qui a su exploiter les propriétés physiques de la craie pour créer une architecture de survie ayant résisté pendant plus de 1000 ans sans s'effondrer. 37. L'estuaire de la Canche. La Canche se jette dans la mer au sein d'une réserve naturelle qui constitue un parfait exemple de géographie estuarienne préservée. Contrairement à d'autres rivières canalisées, la Canche conserve un estuaire sauvage où banques de sable et marais salants forment un écosystème foisonnant. Cette zone est un point de passage crucial pour les oiseaux migrateurs qui empruntent la côte des Hauts-de-France comme une voie de migration entre l'Arctique et l'Afrique. L'accumulation de sédiments et le mélange d'eau douce et d'eau salée créent une riche biodiversité de mollusques et de plantes halophytes qui ne peuvent survivre que dans des sols très salins. Le paysage y est minimaliste et horizontal, le ciel occupant 80% du champ de vision, offrant une impression d'immensité géographique difficile à trouver dans le reste de l'Europe densément peuplée. 36. Le triangle de fer de Valenciennes. Valenciennes n'est pas qu'une simple ville, elle est le point culminant de ce que l'on appelait autrefois le triangle de fer des Hauts-de-France. Cette région repose sur l'une des failles géologiques les plus riches d'Europe occidentale, recelant des gisements de fer et de charbon qui ont déterminé son destin industriel. Durant la révolution industrielle, la géographie du sous-sol a façonné la surface. D'épais réseaux ferroviaires et des canaux artificiels ont été construits pour acheminer les richesses minières vers le reste du continent. Aujourd'hui, après la fermeture des mines, la région a connu une transformation géographique étonnante, métamorphosant d'anciens sites sidérurgiques en pôles d'innovation technologique et en parcs naturels. C'est la preuve que des richesses enfouies sous des couches de sédiments peuvent permettre la construction d'empires et, une fois épuisées, contraindre une ville à repenser entièrement son urbanisme. 35. L'île aux oiseaux dans le Pas-de-Calais. Au large des Hauts-de-France, la dynamique des courants océaniques de la Manche crée des structures sédimentaires temporaires qui échappent aux cartes traditionnelles. L'île aux oiseaux n'est pas une formation rocheuse permanente, mais plutôt un banc de sable et de galets qui apparaît et disparaît au gré des marées et des tempêtes hivernales. Géographiquement, cette zone est essentielle au repos de milliers de sternes et de goélands qui traversent le détroit. Ce qui frappe le plus, c'est la rapidité avec laquelle la géographie changeante de ces bancs de sable peut déplacer les chenaux de navigation en quelques mois, obligeant les autorités portuaires à effectuer une surveillance constante par satellite et sonar. Cela nous rappelle qu'en France du Nord, la frontière entre terre et mer est une limite fluide et mouvante.
34. Le relief du versant picardiaque. Bien que beaucoup perçoivent le nord de la France comme une plaine infinie, la géographie de la Picardie est marquée par la cuesta, un relief asymétrique qui rompt la monotonie du paysage. Cette cuesta s'est formée par l'érosion différentielle de couches de roches dures et tendres sur des millions d'années, créant des escarpements abrupts orientés à l'est. Stratégiquement, ces élévations ont joué un rôle crucial dans la défense du territoire pendant des siècles, car elles permettaient une surveillance visuelle totale des vallées environnantes. Aujourd'hui, les versants sud de ces collines bénéficient d'un ensoleillement exceptionnel, créant des microclimats propices à une agriculture florissante. C'est un exemple frappant de géologie structurale, où chaque altitude témoigne des pressions tectoniques et de la résilience des matériaux qui ont façonné le paysage régional. 33. Le canal du Nord et son impact géographique. Le canal du Nord est l'une des voies navigables les plus ambitieuses des Hauts-de-France. Conçu pour relier le bassin de la Seine au réseau de canaux d'Europe du Nord, sa construction a représenté un défi colossal, puisqu'il a fallu franchir des lignes de partage des eaux et surmonter d'importants dénivelés grâce à un système complexe d'écluses et de tunnels. Cette infrastructure a non seulement modifié le cours naturel des eaux de surface, mais a aussi créé un corridor écologique artificiel qui a permis la dispersion d'espèces aquatiques entre différents bassins hydrographiques. Sur la carte, le canal apparaît comme une ligne droite parfaite traversant le relief vallonné des champs de bataille historiques, symbolisant le triomphe du génie humain sur les obstacles naturels pour faciliter le commerce et la communication au cœur du continent. 32. Les grottes de craie d'Arras. Sous l'élégante Grand Place d'Arras se cache un monde parallèle de carrières de craie appelé Boves. Ces cavernes, creusées dès le Xe siècle pour extraire des matériaux de construction, ont fini par former un réseau labyrinthique reliant une grande partie du sous-sol de la ville. L'aménagement le plus remarquable eut lieu en 1917, lorsque des ingénieurs néo-zélandais relièrent ces anciennes carrières pour créer un immense abri anti-aérien capable de dissimuler 24 000 soldats en cas d'attaque surprise. La stabilité géologique de la craie permit à ces hommes de vivre, de dormir et même d'établir un hôpital souterrain à l'abri des bombardements. C'est un exemple fascinant de géographie urbaine à double stratification, où la beauté architecturale de la surface repose sur un vide historique et géologique qui joua un rôle déterminant dans l'issue des grandes batailles mondiales. 31. Le delta de l'Aa et la conquête de la mer. La rivière Aa, qui se jette dans la mer près de Gravelines, est au cœur d'une des transformations géographiques les plus radicales de France. À l'origine, cette zone était un vaste golfe marin s'étendant vers l'intérieur des terres. Mais au fil des siècles, sous l'effet de la sédimentation naturelle et du drainage humain, elle est devenue une plaine fertile appelée polder. Géographiquement, une grande partie de ce territoire se situe sous le niveau de la mer, protégé par un système crucial de digues et de stations de pompage, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit d'une géographie empruntée à l'océan, où une vigilance constante est nécessaire pour prévenir des inondations catastrophiques. La précision avec laquelle la nappe phréatique y est gérée est parmi les plus avancées au monde, transformant un ancien marais saumâtre en un pôle agricole majeur et un centre stratégique d'énergie nucléaire. 30. Les falaises d'Olt. Là où la baie de Somme cède la place à la côte normande, se dressent les falaises d'Olt, un point de tension géographique extrême. Contrairement à d'autres falaises stables, celles-ci subissent une érosion régressive intense, la mer engloutissant plusieurs mètres de terre chaque décennie. Géographiquement, Olt constitue un laboratoire vivant pour l'étude du changement climatique et de la montée du niveau de la mer. Le spectacle est à la fois terrifiant et magnifique. Des maisons qui se dressaient jadis à des centaines de mètres du précipice surplombent désormais dangereusement l'abîme de craie blanche. La composition de la roche, un mélange de craie et de silex, ne suffit pas à résister à la force des tempêtes de l'Atlantique Nord, faisant de cette ville un symbole de la fragilité de nos frontières terrestres, face à la puissance implacable de l'érosion marine. 29. Le mont Cassel et la plaine des Flandres. Au cœur de la plaine flamande, géographiquement presque aussi plate qu'une table, le mont Cassel surgit comme par magie. Culminant à 176 mètres, il ne ressemble pas à une montagne, mais dans ce contexte topographique, il fait office de phare naturel, dominant le paysage à des kilomètres à la ronde. Géologiquement, il s'agit d'un vestige d'érosion, une zone de roche plus dure qui a résisté à l'érosion du terrain environnant érodé par l'eau et le temps. Par temps clair, son sommet offre une vue imprenable sur la mer
et les frontières de la Belgique, ce qui en fit un poste d'observation militaire convoité pendant des siècles. Son isolement géographique le rend unique, rompant la monotonie de la campagne flamande et offrant un écosystème de montagne au milieu d'une mer de plaines agricoles. 28. La forêt de Mormal. La forêt de Mormal est le plus grand massif forestier du département du Nord et sa géographie en fait un véritable havre de biodiversité dans une région dominée par l'industrie et l'agriculture. Couvrant près de 10 000 hectares, cette forêt repose sur un sol argileux qui retient l'humidité, créant ainsi un environnement idéal pour la faune sauvage, notamment pour la seule population restante de cerfs et laves de la région. Géographiquement, Mormal fait office de barrière naturelle, régulant le cycle de l'eau et atténuant l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ces sentiers ne sont pas seulement destinés aux randonneurs, ce sont des corridors biologiques essentiels reliant différentes niches écologiques des Hauts-de-France. C'est un fragment de géographie ancienne, un aperçu de ce à quoi ressemblait l'Europe du Nord, avant que l'homme ne défriche les forêts primaires pour y bâtir des villes. 27. Le détroit du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais est le détroit le plus fréquenté au monde, un entonnoir naturel reliant l'océan Atlantique à la mer du Nord. Avec seulement 34 km de large à son point le plus étroit, ce passage est au cœur de la géopolitique européenne. Plus de 500 navires marchands le traversent quotidiennement, empruntant des chenaux de séparation du trafic strictement contrôlé en raison des courants dangereux et des bancs de sable. La formation de ce détroit, il y a environ 450 000 ans, provoquée par une inondation cataclysmique qui a rompu l'isthme entre la France et l'Angleterre, est l'un des événements géologiques les plus marquants de l'histoire de la Terre. Cette fracture géographique a façonné non seulement le climat de la région, mais aussi l'identité isolée de la Grande-Bretagne et l'importance stratégique de la Haute-France comme gardienne du passage. 26. Le delta intérieur de la rivière Oise. L'Oise, l'un des principaux affluents de la Seine, façonne un paysage de vallées humides dans les Hauts-de-France, formant un vaste réservoir d'eau. Contrairement aux rivières encaissées dans des gorges étroites, l'Oise coule sur une plaine alluviale où le sol, composé de sédiments fins et d'argile, retient exceptionnellement bien l'eau. Cette particularité géographique est essentielle pour prévenir les inondations en région parisienne, car les zones humides des Hauts-de-France absorbent les excès d'eau lors des pluies hivernales. Il s'agit d'un écosystème de plaine où la biodiversité aquatique prospère dans d'anciens bras morts du fleuve, créant un paysage de miroirs d'eau et de forêts riveraines qui semblent suspendre le temps au milieu de l'agitation industrielle du nord de la France. 25. La géologie du fromage maroilles. Il peut paraître étrange de parler de gastronomie en termes géographiques, mais le célèbre fromage de Maroilles est un produit direct de la géologie de l'Aveznois. Cette région repose sur un socle rocheux de calcaire et de schiste paléozoïque qui conserve une humidité spécifique et abrite des caves à température constante entre 10 et 12 degrés Celsius. Géographiquement, ces pâturages sont plus verts et plus riches en minéraux que ceux des plaines voisines grâce à la composition du sol, ce qui influe directement sur la qualité du lait. Le fromage s'affine dans des caves souterraines creusées dans la roche locale, où une bactérie spécifique du sous-sol lui confère sa couleur et son arôme caractéristique. Il incarne l'union parfaite entre les strates géologiques et l'identité culturelle des Hauts-de-France. 24. Le grand site de France des Deux Caps. L'appellation « Grand Site de France » pour le secteur des Deux Caps ne se limite pas à un label touristique. Elle reconnaît la qualité exceptionnelle d'un littoral s'étendant sur 23 km. Ce tronçon côtier constitue un véritable catalogue géologique à ciel ouvert, où se côtoient failles, plis et différents types de sédimentation, datant du Jurassique au Crétacé. Cette région fait office d'observatoire naturel du changement climatique, car la combinaison des vents d'ouest dominants et des forts courants océaniques sculpte les dunes et les falaises à un rythme perceptible à l'échelle d'une seule génération. C'est un paysage d'horizontalité saisissante où la lumière, réfléchie par la craie blanche et la mer grisâtre, crée le phénomène optique qui donne son nom à la côte d'Opale. 23. Le canal de Saint-Quentin et le tunnel de Riqueval. Le canal de Saint-Quentin est un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour relier les bassins de l'Escaut et de la Somme. Son élément le plus remarquable est le tunnel de Riqueval, une galerie de près de 6 km de long, creusée à même une colline.
Géographiquement, ce tunnel permet aux navires de franchir un obstacle topographique qui, autrement, nécessiterait des dizaines d'écluses. Le plus curieux est que, faute de ventilation pour les moteurs à combustion, un système de remorquage par chaîne électrique est encore utilisé, faisant de ce lieu l'un des rares au monde où cette technique perdure. C'est un exemple de la manière dont les techniques d'ingénierie du 19e siècle ont transformé le réseau fluvial des Hauts-de-France pour assurer un commerce continu entre le nord et le sud. 22. Le paysage des bocages de l'Avesnois. Dans le sud-est des Hauts-de-France, le paysage cède la place aux bocages, un type de terrain clos caractérisé par des haies et des murets de pierre. Cette structure géographique n'est pas seulement esthétique, elle remplit une fonction écologique et climatique essentielle en servant de brise-vent et de régulateur thermique pour le bétail. Ici, le sol est plus accidenté et rocailleux, ce qui a empêché l'agriculture extensive des vastes plaines de Picardie et a préservé un paysage rural plus fragmenté et riche en biodiversité. Les haies servent de corridor écologique à des milliers d'espèces d'oiseaux et d'insectes, créant une mosaïque de micro-habitats unique à la région. C'est la petite Suisse du Nord, où la géographie devient intime, vallonnée et d'un vert profond contrastant avec l'immensité du littoral. 21. Le bassin de l'Escaut et sa dimension européenne. L'Escaut prend sa source dans les Hauts-de-France, près de Gouy, et constitue l'axe géographique reliant la région à la Belgique et aux Pays-Bas. Bien qu'il naisse d'une petite source, son bassin versant détermine l'économie du nord-est de la région. L'Escaut est un fleuve de plaine à pente très douce, ce qui facilite la navigation, mais le rend également sujet à l'envasement. Au fil des siècles, son cours a été modifié, canalisé et relié à d'autres fleuves, créant un réseau de transport fluvial qui constitue un véritable carrefour mondial. Cette géographie fluviale partagée a forgé une identité transfrontalière où l'eau ne sépare pas les pays, mais les unit au contraire au sein d'une zone économique commune qui est le moteur de l'Europe depuis le Moyen Âge. 20. Le désert de sable de Ardelot. Croyez-le ou non, dans les Hauts-de-France se trouve un paysage aux allures désertiques, les dunes du Mont Saint-Frieux près d'Ardelot. Comptant parmi les dunes les plus hautes et les plus étendues d'Europe du Nord, elles culminent à plus de 150 mètres d'altitude. Géographiquement, il s'agit d'un système de dunes paraboliques formé par l'accumulation de sable marin poussé par les vents constants de l'Atlantique. Ce qui frappe le plus, c'est que ce désert abrite une faune et une flore exceptionnelles, notamment des orchidées et des amphibiens rares qui survivent dans les dépressions humides entre les dunes. Cela nous rappelle l'extrême diversité géographique de la région, qui passe de falaises rocheuses abruptes à des dunes de sable mouvantes en quelques kilomètres seulement de littoral. 19. La chaussée de Brunehaut et la géographie romaine. La géographie des Hauts-de-France est encore marquée par des lignes tracées il y a 2000 ans. Les voies romaines, connues localement sous le nom de chaussée Brunehaut. Ces voies traversent la région en ligne presque parfaitement droite, ignorant souvent les moindres particularités du terrain pour relier des points stratégiques tels qu'Amiens, Arras et Bavaille. Géographiquement, ces voies ont déterminé l'emplacement de centaines de villes et de villages qui demeurent aujourd'hui des centres importants. Sur une carte satellite, ces cicatrices historiques apparaissent clairement, sillonnant le paysage agricole avec une précision géométrique qui étonne les cartographes modernes. Elles constituent l'épine dorsale d'une géographie des mouvements qui a survécu aux empires, aux guerres et aux révolutions, démontrant qu'une planification territoriale judicieuse peut perdurer pendant des millénaires et rester fonctionnelle à l'ère numérique. 18. La baie d'Authie et son évolution naturelle. Située entre les départements de la Somme et du Pas-de-Calais, la baie d'Authie est un estuaire qui a conservé un état géographique quasi vierge. Contrairement à d'autres estuaires industrialisés, l'Authie y serpente librement entre bancs de sable et marais salants. Géographiquement, il s'agit d'une zone d'accrétion, ce qui signifie que la terre gagne naturellement du terrain sur la mer grâce aux sédiments charriés par le fleuve. Ce phénomène crée un paysage dynamique où des plantes halophytes capables de résister au sel colonisent la vase et stabilisent le sol. C'est un laboratoire naturel pour observer comment se forme la terre ferme à partir de la vase marine, offrant un refuge de paix et de silence où la géographie semble être dans un état de création perpétuelle et sauvage. 17. Le climat et la géographie des pluies. Il existe un mythe géographique concernant les Hauts-de-France.
il y pleuvrait tout le temps. Or, le climat de la région est bien plus complexe. De par sa situation entre climat océanique et continental, elle connaît une forte variabilité météorologique. Géographiquement, les zones côtières reçoivent beaucoup moins de précipitations que les collines de l'intérieur, comme l'Artois, où la topographie favorise l'ascension des nuages et la libération de leurs pluies. Ce phénomène, appelé effet orographique, engendre d'importantes disparités agricoles au sein d'une même région. La lumière des Hauts-de-France, célèbre pour sa pureté et ses vastes ciels chargés de nuages cotonneux, est un produit direct de cette géographie atmosphérique. Ce n'est pas une pluie incessante, mais un ciel en perpétuel mouvement qui a inspiré des générations de photographes et de cinéastes du monde entier. 16. L'aquifère de Craie et les eaux du Nord. Sous la surface des Hauts-de-France se cache un trésor géographique invisible mais vital, la gigantesque nappe phréatique de Craie. Cette formation géologique agit comme une éponge naturelle aux proportions colossales, filtrant et stockant des milliards de mètres cubes d'eau de pluie. Géologiquement, la porosité de la craie permet à l'eau de se purifier lentement en s'infiltrant à travers les strates sédimentaires, alimentant ainsi des millions de personnes et l'industrie lourde de la région. Sans cette réserve souterraine, la vie urbaine dans des villes comme Lille ou Amiens serait insoutenable. C'est une géographie d'abondance cachée où l'équilibre hydrique dépend de la santé de la couche arable pour prévenir la contamination de cette ressource vitale qui a mis des millénaires à s'accumuler sous nos pieds. 15. Le relief du versant de l'Artois. La Cuesta d'Artois est un élément géographique qui divise la région en deux mondes climatiques et topographiques distincts. Il s'agit d'une chaîne de collines qui s'élève doucement depuis la plaine flamande et plonge abruptement vers le sud, formant une barrière naturelle qui influence les vents et les précipitations. Géographiquement, cette altitude a été un enjeu historique, car la maîtrise des hauteurs de l'Artois conférait le contrôle du passage vers le cœur de la France. Ces sols, composés d'un mélange complexe d'argile et de gravier, permettent le développement d'une forêt diversifiée qui rompt la monotonie des terres agricoles environnantes. Elle constitue un exemple de géographie structurale où le plissement de la croûte terrestre a créé une frontière naturelle qui a façonné la stratégie militaire et le développement agricole pendant des siècles. 14. L'île de la Cité à Amiens. Au cœur d'Amiens, la Somme se divise en de multiples bras, formant ce que l'on appelle l'île de la Cité. Cette configuration fluviale n'est pas qu'un simple ornement, elle fut la raison première du peuplement humain, l'eau offrant une défense naturelle et une source d'énergie pour les moulins médiévaux. La géographie urbaine d'Amiens est intrinsèquement liée à ces canaux qui serpentent entre maisons historiques et jardins flottants. La gestion des niveaux d'eau dans ce delta intérieur est un véritable tour de force d'ingénierie hydraulique permettant à la ville de coexister avec le fleuve sans subir les inondations dévastatrices qui frappent d'autres parties du bassin. C'est un microcosme où géographie liquide et architecture gothique fusionnent en parfaite harmonie. 13. La géographie des clochers. Les beffrois des Hauts-de-France constituent des repères géographiques essentiels, servant de point de repère visuel dans un paysage majoritairement plat. Ces édifices, dont beaucoup sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, furent construits pour être visibles à des kilomètres à la ronde, faisant office de phare à une époque où les cartes étaient rares. Leur emplacement est calculé de manière à ce qu'un beffroi soit visible depuis le suivant, créant ainsi un réseau de communication visuelle qui couvrait l'ensemble de la région des Flandres et de l'Artois. Ce ne sont pas de simples tours religieuses ou civiques, ce sont des repères territoriaux qui dessinent l'horizon des Hauts-de-France, permettant aux voyageurs de s'orienter à travers les vastes plaines agricoles. Leur présence modifie la perception des distances et des espaces, faisant d'elles les véritables gratte-ciel de l'histoire européenne. 12. La vallée de l'Escaut et son industrie transfrontalière. La vallée de l'Escaut est une unité géographique qui transcende les frontières politiques franco-belges. Géographiquement, cette vallée en pente douce a facilité la réalisation de grands projets d'infrastructures, tels que le canal de Seine-Escaut qui vise à relier les ports de la mer du Nord à Paris. Cette continuité géographique a permis à la région de Valenciennes de s'intégrer économiquement à ses voisins belges bien avant la création de l'Union européenne. Le sol alluvial de la vallée est extrêmement fertile, mais sa véritable richesse réside dans sa capacité à servir de corridor logistique. C'est un espace où la géographie physique a dicté une géographie humaine de coopération et de commerce, démontrant que les rivières sont par nature des voies qui favorisent les échanges et l'expansion des frontières territoriales.
11. Le parc naturel régional de Scarpesco. Le parc naturel régional de la Scarpesco est le plus ancien parc de France et présente un paysage de zones humides reconquises. Situé à la frontière belge, ce territoire forme une mosaïque de forêts, de marais et d'étangs, vestiges de l'effondrement d'anciens puits de mines inondés par la montée des eaux. Géographiquement, il constitue un exemple de nature secondaire, où le paysage, remodelé par l'activité industrielle, a ensuite été reconquis par l'écosystème. La gestion de ce territoire exige un équilibre délicat entre le drainage nécessaire à l'agriculture et la préservation des zones humides pour les espèces migratrices. C'est une géographie de la réconciliation où les cicatrices de l'exploitation minière du charbon se sont transformées en sanctuaires de biodiversité qui protègent le patrimoine génétique de la région. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour continuer à découvrir des faits étonnants sur chaque endroit de notre beau pays. 10. Plage de Bray Dunes et limite nord. Bray Dunes marque le point le plus septentrional de la France, là où la carte du pays s'achève et où commence la Belgique. Géographiquement, cette plage fait partie d'un système dunaire côtier qui s'étend sans interruption le long de toute la côte flamande. Le sable y est fin et d'origine minérale, déposé par les courants marins qui charrient des sédiments de la mer du Nord. L'aspect le plus fascinant réside dans le littoral dynamique, soumis à des marées extrêmes qui peuvent se retirer sur des centaines de mètres, dévoilant un paysage lunaire de bancs de sable et de mares saumâtres. C'est un lieu de frontière géographique à l'état pur, où le vent du Nord souffle avec une force qui a façonné non seulement les dunes, mais aussi la résilience des communautés locales. 9. Le massif forestier de Chantilly. À l'extrême sud des Hauts-de-France s'étend la forêt de Chantilly, un vaste espace de 6000 hectares situé sur un plateau calcaire. Géographiquement, cette forêt est un vestige des anciens terrains de chasse royaux qui entouraient jadis Paris, mais son importance dépasse largement le cadre historique. Le sol, majoritairement sableux, permet un drainage rapide et crée un écosystème forestier sec qui contraste fortement avec les zones plus humides du nord de la région. Ce terrain particulier est idéal pour l'entraînement des chevaux de course, une industrie qui a prospéré grâce à son sol meuble et sablonneux qui protège les articulations des animaux. C'est un exemple de la façon dont la géologie locale peut déterminer le développement d'industries de luxe et de sports d'élite de renommée mondiale. 8. La géographie thermique de Dunkerque. La ville de Dunkerque présente une géographie thermique fascinante du fait de sa vaste zone industrielle située en bord de mer. Géographiquement, la concentration d'aciéries et de raffineries crée un microclimat urbain où les températures sont généralement supérieures de quelques degrés à celles de la campagne environnante. De plus, l'utilisation d'eau de mer pour les procédés de refroidissement industriel influe sur la température locale de l'eau, ce qui a subtilement modifié la biodiversité marine dans les chenaux du port. Ce phénomène de îlot de chaleur industrielle est un champ d'étude pour les géographes modernes qui analysent comment les infrastructures humaines peuvent modifier les cycles naturels du vent et de la chaleur dans une zone côtière aussi exposée que le détroit de Douvres, créant une symbiose complexe entre l'industrie et l'atmosphère. 7. Le fleuve Lys et la frontière de l'eau. Le Lys est un élément géographique majeur qui définit la frontière naturelle entre la France et la Belgique en plusieurs tronçons. Géographiquement, le Lys est connu pour ses méandres très marqués, bien que nombre d'entre eux aient été rectifiés au XXe siècle pour faciliter la navigation commerciale en eau profonde. Cependant, les anciens lits du fleuve subsistent sous forme de lagunes isolées abritant une riche faune aquatique. Le bassin de la Lys est le cœur historique de l'industrie textile des Hauts-de-France, la composition chimique de ces eaux étant idéale pour la transformation du lin. Ce fleuve, autrefois barrière politique, est devenu un pôle de loisirs et de mobilité douce, symbolisant la métamorphose des frontières européennes en pont de connexion géographique. 6. La faille géologique du calcaire du Hainaut. À l'est des Hauts-de-France se trouve une formation géologique souterraine d'une importance capitale, le calcaire du Hainaut. Cette faille géologique, qui s'étend du sud de la Belgique au département du Nord, est à l'origine de la présence d'eau thermale et minérale riche en calcium et en magnésium. Géographiquement, cette structure rocheuse agit comme un filtre à haute pression, minéralisant l'eau en profondeur et donnant naissance à des stations thermales historiques telles que Saint-Amand-les-Eaux. La présence de ce calcaire a également déterminé l'emplacement des immenses carrières qui fournissaient la pierre bleue, caractéristique de l'architecture régionale.
C'est un exemple de la façon dont une fracture de la croûte terrestre, survenue il y a des millions d'années, continue d'influencer aujourd'hui l'économie de la santé, le tourisme thermal et le style visuel des villes du Nord. 5. L'estuaire de Slack et les dunes d'Ambleteuse. La Slack est l'une des plus petites rivières de France, mais son estuaire à Ambleteuse est une merveille géographique à petite échelle. Géographiquement, cette zone est un condensé de géomorphologie côtière, où l'on trouve, sur quelques kilomètres carrés seulement, des dunes fossiles, des dunes mobiles et des marais salants. À cet endroit du Pas-de-Calais, la force des marées est telle que le lit du fleuve se déplace fréquemment, luttant contre l'accumulation de sable qui menace d'obstruer son cours vers la mer. Ce processus dynamique a créé un écosystème unique où prospèrent des plantes rares, qui ne poussent que dans les sables calcaires. C'est un paysage fragile et sauvage qui démontre comment même les fleuves les plus modestes peuvent sculpter des géographies d'une beauté et d'une complexité étonnante sur fond d'immensité océanique. 4. Le plateau de Saint-Quentin est la source de la Somme. La géographie des Hauts-de-France s'articule autour du plateau de Saint-Quentin, une zone surélevée qui constitue le principal bassin versant de la région. C'est là, à une altitude modeste mais stratégique, que la Somme prend sa source à Font-Somme. Géographiquement, ce plateau est une vaste plaine crayeuse recouverte d'un limon fertile, propice à une agriculture de précision. Le plus fascinant est que, de ce point, les eaux peuvent se jeter dans la Manche ou être artificiellement détournées vers le bassin de la Seine par le réseau de canaux. Ce plateau n'est pas seulement un centre de production céréalière, mais aussi le berceau d'un réseau fluvial qui constitue l'épine dorsale des transports et de l'identité picarde depuis plus de 2000 ans d'histoire documentée. 3. Le paysage de la reconstruction en Artois. Suite à la dévastation totale de la Première Guerre mondiale, la géographie urbaine et rurale de l'Artois a dû être entièrement redessinée, créant ce que les géographes appellent des paysages de reconstruction. De nouvelles routes ont été tracées, des cours d'eau rectifiés et des villes conçues selon des modèles géométriques modernes sur les ruines des anciennes. Géographiquement, cela a donné naissance à une région où l'aménagement humain est bien plus visible que dans le reste de la France, avec des champs et des forêts organisés pour une productivité maximale. Les zones rouges, où les sols étaient fortement contaminés par les munitions, ont été transformées en forêts artificielles, modifiant durablement la végétation. C'est une géographie née d'un traumatisme, où la carte actuelle est le fruit d'une conception délibérée visant à surmonter les cicatrices de la guerre. 2. Le Cap Griné et les migrations mondiales. Le Cap Griné n'est pas qu'un simple repère géologique rocheux, c'est un passage stratégique pour l'une des plus importantes voies de migration aviaire de la planète. Point le plus proche entre l'Europe continentale et les îles britanniques, il sert de tremplin à des millions d'oiseaux qui traversent le détroit en dépensant le moins d'énergie possible. Les courants thermiques générés au-dessus des falaises offrent l'ascension nécessaire aux planeurs, petits et grands, pour mener à bien leur voyage. Ce phénomène fait des Hauts-de-France un observatoire mondial de la biodiversité en mouvement. La géographie du Cap agit comme un phare biologique, démontrant que les particularités géographiques ne se contentent pas de délimiter les pays, mais constituent aussi des repères essentiels pour la faune sauvage qui ignore les frontières humaines. 1. Le confluent de la Deûle et du rêve du Grand Nord. Pour clore notre voyage, il nous faut contempler le confluent de la Deûle dans la métropole lilloise, un point qui symbolise la géographie des ambitions. Rivière modeste et marécageuse à l'origine, la Deûle a été métamorphosée en un canal à grand écartement reliant la région aux principaux ports de la mer du Nord. Cette transformation a métamorphosé une ville de l'intérieur en un port sec d'importance internationale. La région Hauts-de-France, autrefois périphérique, est devenue le cœur du triangle d'or européen. Sa géographie, façonnée par la craie, le charbon, l'eau et les conflits, témoigne aujourd'hui que la Terre n'est pas figée, mais une toile vivante que l'humanité et la nature continuent de peindre ensemble chaque jour. Après avoir découvert ces 50 faits géographiques sur les Hauts-de-France, dites-nous, lequel avez-vous préféré ou lequel vous a le plus surpris? Laissez un commentaire et voyons combien de personnes l'ont choisi. Et en parlant de choix, le meilleur choix que vous puissiez faire maintenant est de regarder la vidéo que j'ai laissée sur votre écran. Ainsi, vous deviendrez un véritable expert en géographie de notre pays. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.